triche. Un podcast de l'Université de Lausanne. Fabien Hall. Fabien Hall, Faculté des sciences sociales et politiques, Institut des sciences du sport, professeur en sociologie des sports et spécialiste du dopage. Tu triches. La triche est relative à une norme qui est fixée. À partir du moment où les gens s'accordent sur cette norme, la triche est liée à la transgression de cette norme. Mais ce qui est de la triche en football américain n'est pas de la triche en athlétisme ou en natation. Pour définir le dopage actuellement, c'est relativement simple. Pas si simple que ça, mais relativement simple. C'est que généralement, on fait référence au Code mondial antidopage. Et donc, c'est une violation des règles du Code mondial antidopage. Évidemment, c'est plus complexe que ça, parce que d'un point de vue des sociologues, les règles, les normes ont une histoire et ont des usages. Donc, il y a tout de suite deux perspectives, la perspective historique et la perspective de faut-il faire référence à la norme et qui fait référence à la norme. Donc, dans la perspective historique, le Code mondial antidopage est produit à partir de la création de l'AMA. L'AMA, c'est l'Agence mondiale antidopage. Décidé en 1999, puis un code en 2004. Mais avant, on parle déjà de dopage. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est quand on parle de dopage. On a l'idée de prendre des substances, on a l'idée d'utiliser des méthodes qui améliorent la performance, mais c'est assez large, c'est assez vaste, parce que tout au long de l'histoire, on discute de qu'est-ce que c'est de se doper et qu'est-ce qui doit être autorisé ou interdit. Et donc, dans les premiers temps du sport, la question du dopage est une question assez secondaire. Les questions plus importantes tout au long de l'histoire, en tout cas au XXe siècle, au début du XXe siècle, c'est la question de l'amateurisme, par exemple. De voir des cyclistes ou des athlètes qui prennent des pommades, des substances, c'est pas forcément gênant. 1920, les frères Pélissier gagnent le Tour de France et Albert Londres, qui est un journaliste très connu à l'époque, fait un récit de leur victoire et célèbre le fait qu'ils utilisent de la dynamite, il appelle ça de la dynamite, ce qui est un mélange d'atropine, de strychnine, je crois qu'il y a aussi la cocaïne. Un des frères Pélissier dit « mais je mets de la cocaïne pour les yeux, je ne sais pas exactement pourquoi ». Et donc ça fait un peu réagir, mais pas tant que ça. Mais il faut imaginer que dans les débuts du Tour de France, par exemple, les gens s'arrêtent avant un col pour boire un verre de vin rouge, pour se réchauffer, pour se donner de l'énergie. Tu triches. Donc on ne sait pas exactement ce qui va aider à améliorer la performance et ce qui doit être autorisé ou pas ne fait pas vraiment débat. Chacun a ses techniques pour améliorer sa performance. Ce qui fait débat, en revanche, jusqu'en 1937, c'est d'avoir un dérailleur. Quand on a le dérailleur qui a inventé la fin du XXe siècle, on trouve que c'est injuste, on trouve que c'est pas normal, que c'est de la triche, que c'est de la fraude. Donc il faut attendre les années 30, je crois que c'est 1937. Là, on a droit à un dérailleur et ce n'est plus considéré comme de la triche. Les substances qui améliorent, ça fait parfois débat, mais assez rarement. Il faut vraiment attendre après la Seconde Guerre mondiale, les années 50, puis vraiment les années 60, pour que ça fasse vraiment débat. Et là, on ne sait pas définir. On est parti de cette définition du dopage, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Puisque dans les années 60, il y a des débats, des colloques, on se réunit pour dire qu'est-ce que c'est le dopage, qu'est-ce qu'on doit interdire, où est la limite. Alors certains vont dire mais les applaudissements sont du dopage. et on voit que les équipes gagnent plus souvent à domicile. Donc ça améliore les performances, on peut supposer. Il y a une régularité statistique. D'autres disent que l'entraînement c'est du dopage. Alors on se dit tiens, mais c'est complètement bizarre pour nous d'avancer l'entraînement comme forme de dopage. Mais ça a été avancé plusieurs fois parce que on veut comparer les qualités naturelles du corps. Et l'entraînement est jugé pas naturel parce que c'est des procédures techniques, technologiques, d'entraînement, d'amélioration. Et en toile de fond, il y a un débat amateur-professionnel
où, dans le mouvement olympique, une partie des aristocrates veulent mettre en avant leur qualité naturelle d'aristocrates, héritée par leur lignée, par leur génétique. Et donc, ne pas pouvoir mesurer les qualités naturelles, c'est très gênant. Et l'entraînement modifie évidemment l'héritage biologique puisqu'il améliore les qualités. Et donc les professionnels ou les ouvriers, les milieux populaires qui arrivent au sport et qui s'entraînent durement commencent à battre des aristocrates et leurs qualités naturelles et certains qui ne veulent pas tant s'entraîner que ça. Donc ça fait vraiment débat au tournant des années 50-60. Tu triches. Dans le Code mondial, pour mettre des substances sur une liste, fixer des interdictions, la santé est un des 3 critères. On va mettre sur la liste des interdictions une substance ou une méthode si elle présente un risque pour la santé, si elle est contraire à l'éthique ou l'esprit du sport, et si elle améliore la performance. Mais on voit qu'aujourd'hui, comme on a une organisation antidopage présente, avec des régulations en tout cas dans les sports olympiques, cette question de la santé est plus aussi présente. Parce que les gens qui prennent des substances sont obligés de les prendre en doses beaucoup plus faibles. Et donc ces microdoses ne sont pas significativement des risques pour la santé. Bien sûr, les doses, il peut y avoir des effets de seuil, mais les doses importantes vont plus améliorer la performance. Mais les doses plus importantes vont être plus à risque pour les athlètes d'être pris. Et comme il y a davantage de contrôles, comme il y a des contrôles pendant les compétitions et hors compétition, les gens se méfient et prennent des petites doses pour avoir moins de risques d'être pris. Donc leur avantage en termes de performance est moins grand et surtout leur risque en termes de santé est aussi moins important. Ce qui fait que la question de la santé, elle est en retrait du fait de tout ce dispositif de laboratoire, de code mondial, de régulation, de contrôle qui oblige à des changements de comportement. Mais c'est sûr que la question de la santé était beaucoup plus importante, par exemple dans les années 60-70, en période de guerre froide, où on a vu des quantités vraiment importantes de substances qui ont été prises dans les pays de l'Est ou dans les pays de l'Ouest, notamment des anabolisants avec des effets de transformation des corps, ou des effets aussi sur la santé à plus long terme. Après, ce sont des questions très difficiles à documenter parce qu'il faudrait faire de l'épidémiologie et savoir exactement ce que les gens ont pris. Et quand on fait de l'épidémiologie, quand on calcule les espérances de vie, ce qui a été fait pour le cyclisme, on s'aperçoit notamment les cyclistes qui ont participé au Tour de France ont une espérance de vie de 7 à 8 ans plus élevée que la moyenne de la population. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas interpréter ça dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que l'espérance de vie n'augmente pas à cause du dopage, mais on ne peut pas dire non plus que le dopage a fait baisser cette espérance de vie. On ne sait pas parce qu'il y a tellement de facteurs et qu'on n'a pas la possibilité de documenter assez précisément le nombre de produits pris, la quantité et la durée. Et donc, on ne peut rien dire de ces statistiques, mais l'idée que le dopage et que les cyclistes des années 50-60 avaient vraiment, à cause de toutes les doses d'amphétamines et autres produits qu'ils prenaient, des risques pour leur santé, n'est pas avéré dans les statistiques de mortalité. Et ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet sur la santé, évidemment. Fabien Hall, je suis professeur à l'Université de Lausanne, j'enseigne la sociologie du sport, mais je m'intéresse aussi aux questions de dopage, et donc je donne des cours aussi sur les questions de dopage. Si on prend les années 90, les cyclistes de ces années-là n'ont pas le sentiment de tricher. C'est une culture du cyclisme où la norme dominante est de prendre des produits dopants. Donc par rapport aux concurrents, ils n'ont pas du tout le sentiment de tricher. Et donc même entre eux, on a un témoignage pendant l'affaire Festina de Willy Voet, qui est le soigneur qui transporte toute une série de produits et qui est attrapé par les douanes françaises et qui va révéler « oui, j'amène les produits pour l'équipe Festina ». Et lui raconte que quand il est en panne de PO ou d'autres produits, il va voir dans le camion de l'équipe concurrente
pour savoir si on peut le dépanner ou pas. Est-ce que tu n'aurais pas un peu de PO pour me dépanner? Donc entre eux, il n'y a pas de concurrence là-dessus. On est d'accord que c'est comme ça qu'on produit la performance. Mais on se cache un peu quand même. Alors, on se cache un petit peu à partir des années 60, 70, parce qu'il commence à y avoir une lutte contre le dopage. Toute la communauté, l'entre-soi, on partage, on cache pas du tout, on fait des fêtes, mais on cache même pas aux journalistes, on fait des fêtes avec des journalistes, donc c'est très connu. En revanche, on commence à être discret par rapport au grand public. Mais c'est l'affaire Festina qui va, en 98, révéler au grand public cette situation de dopage. Et on voit ces cyclistes qui ne comprennent pas. Ça va être Richard Virenque qui dit « j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré ». Alors ça a fait rire tout le monde, mais ça traduit bien l'idée que pour eux, se doper, c'est un monde ordinaire, c'est leur métier, c'est leur travail, on prend des produits. C'est pour l'extérieur que c'est un souci. Et si on prend le recul historique, si on prend le début des Tours de France au début du XXe siècle, on autorise plein de produits. On n'est pas gêné, on en parle dans la presse. Personne ne critique le fait de prendre un peu d'alcool, un peu de strychnine, un peu de cocaïne, ou peu importe les substances. Mais donc en fait, si on analyse ce qui se passe d'un point de vue historique, c'est les normes qui changent. C'est les normes externes qui changent. La culture reste sur cette idée que pour produire la performance, il faut être malin et savoir utiliser toutes les ressources, y compris des substances, des stimulants, des méthodes d'entraînement, des vélos, des stratégies de course, etc. Ça fait partie de la culture du vélo. Et donc, ils se retrouvent en porte-à-faux par rapport à une culture externe qui a changé. Et ils disent, mais nous, on n'a rien demandé. Nous, on fait notre métier, on fait notre travail. Et si on change encore de point de vue, on va dire, mais d'autres populations, prenez les artistes, les chanteurs, les gens qui font du cinéma, les travailleurs dans n'importe quelle branche, quand ils sont fatigués, quand ils sont épuisés, quand il faut des produits pour récupérer, on leur donne, le médecin va leur donner des produits pour récupérer. Donc, ils se retrouvent dans une situation extrêmement difficile et ne se perçoivent pas comme tricheurs. Mais je ne dirais pas du tout la même chose pour la situation d'aujourd'hui. Parce que la culture cycliste a changé, il y a eu un travail avec les équipes, avec l'UCI, les normes internes de dopage ont été marginalisées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de dopage dans le cyclisme, mais la norme dominante, c'est de suivre le code mondial de l'AMA. Et les équipes, ça fait des années qu'on n'a pas retrouvé des équipes impliquées structurellement dans l'organisation du dopage. On trouve des gens avec des réseaux, mais qui sont souvent des réseaux en dehors des équipes. Et donc on a un changement culturel très significatif de gens qui n'avaient pas l'impression de tricher, mais qui prenaient des produits, et des gens, aujourd'hui, des équipes, qui suivent le code, qui suivent la norme, et si un cycliste devait prendre des produits, des substances interdites, ou des méthodes interdites, il serait condamné, y compris par les cyclistes. Il serait stigmatisé, critiqué. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les années 90. Je vous rappelle, Jalabert, en 98, traite les contrôleurs antidopage de vampires, parce qu'ils prélèvent du sang des cyclistes. Et il les traite même de nazis. Et je rappelle que Laurent Jalabert commente aujourd'hui le Tour de France pour une chaîne de télévision française. Donc, après de tels propos, lui qui était le leader mondial en 98, classé premier au niveau du classement UCI, se permettre de tels propos, on n'imagine pas un cycliste aujourd'hui devant un contrôleur dire « Tiens, il y a un vampire qui arrive, c'est les nazis qui viennent ici. » Il se posait comme victime. Il se posait comme victime. Mais ce qui est compréhensible dans la culture de l'époque, en disant « Mais laissez-nous faire notre métier, laissez-nous travailler tranquillement. On n'a pas demandé ces normes, nous n'avons pas produit ces normes, nous n'avons pas voulu un changement de la culture du cyclisme, elle nous est imposée de l'extérieur. » J'ai rencontré un cycliste qui me dit « Mais moi je suis dégoûté, j'ai été coureur dans les années 90 et ça renvoie à la question de la triche et des normes dominantes. Et quelqu'un qui ne trichait pas dans les années 90, c'était assez rare. » Il m'a dit « Mais moi j'ai été dépossédé à cause de cette triche plusieurs fois. D'abord de mes victoires à l'époque, dans les années 90. Il n'a jamais gagné de grands prix ou de grandes courses, mais il n'était pas loin, il a fait des podiums. De mes revenus de l'époque, de mon image parce que j'étais avec les dopés, donc j'étais forcément dopé, donc stigmatisé.
ensuite de ma carrière, puisque j'ai pas pu profiter de victoires potentielles, j'ai été dépossédé par ceux qui se dopaient. Et maintenant, je vois les gens qui se dopaient, pour qui on a apporté des preuves de dopage, qui vont commenter sur les grandes chaînes publiques les épreuves cyclistes. Et moi, je suis un anonyme parmi les cyclistes. Et donc, ça fait quand même beaucoup de façons de déposséder quelqu'un à cause de cette triche. C'est des dépossessions économiques, symboliques, et puis aussi sur des trajectoires professionnelles à long terme. Lui est une vraie victime. Lui est une vraie victime, parce qu'il n'a pas été dans les normes dominantes, parce qu'il a été marginal par rapport à cette culture. Alors lui a continué dans le cyclisme, malgré cela, d'autres ont quitté le cyclisme. C'est un peu plus tard, puisque c'est plutôt dans les années 2000, c'est Christophe Basson, un autre cycliste, qui a dénoncé le dopage d'Armstrong notamment, et qui ne pouvait plus faire son métier. Il a été exclu dès que lui voulait se mettre en avant, essayer de gagner une course ou de marquer des points sur une étape ou un col, etc. Il était chassé par toutes les équipes. On l'empêchait de faire toute action qui lui aurait permis de se valoriser dans la course. Si je vous dis c'est pas le dopage qui fait le champion, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors c'est difficile de répondre parce que ça dépend des époques, ça dépend des sports, ça dépend des situations. C'est vrai globalement quand même les gens qui sont dopés, si je prends l'athlétisme, la natation, le cyclisme, même les gens qui se sont dopés s'entraînaient vraiment très dur. C'est que des gens exceptionnels qui rajoutaient le dopage en plus. Il faut des qualités incroyables pour être à ce niveau-là. Et le dopage fait la petite différence, parce que souvent les différences sont assez faibles entre les athlètes. Donc le dopage ne suffit pas, et quand tout le monde prend des produits dopants, c'est pas ce qui fait la victoire. Le dopage, ça n'est pas forcément un produit qui va directement augmenter la performance. Des sportifs, des footballeurs notamment, ont déjà confessé fumer du shit pour se détendre et, disent-ils, mieux récupérer. C'est considéré comme du dopage. Alors tout à fait, il y a un dopage qui peut être un dopage ponctuel pour une épreuve. Par exemple des amphétamines qui vont servir pour une compétition. Mais on a toute une série de pratiques qui vont permettre simplement une récupération plus facile. Donc d'augmenter les doses d'entraînement. Et en conséquence, quand on augmente les doses d'entraînement sans être fatigué, on a un avantage par rapport aux concurrents. Donc ce n'est pas pour la performance immédiate, mais c'est pour la performance à moyen ou à plus long terme. Donc il y a quand même des avantages, notamment pendant les périodes hivernales, de prendre des substances ou d'utiliser des méthodes. Ou c'est par exemple des prélèvements sanguins qui sont faits pendant des périodes où on est reposé, où on a un taux d'oxygénation maximal, un taux d'hématocrite assez élevé. Et ce qui permet, par exemple, dans des championnats assez longs, de s'autotransfuser son propre sang. Et donc d'avoir un avantage de cette méthode d'autotransfusion. Ça, c'est interdit, on est d'accord. Alors, c'est interdit par le code. Tu triches. C'est pas forcément le moment de la compétition, mais c'est tout ce qui se passe avant. Vous avez cité le cannabis, par exemple. Dans certains sports, ça peut apporter une certaine détente. C'est un effet relaxant, et donc dans certaines épreuves où le stress est un facteur défavorable, ça peut aider. Relaxant, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. C'est difficile de dire que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aider. À un moment donné, l'alcool était aussi interdit, par exemple pour des disciplines comme le tir. Maintenant, c'est plus dans le code. Mais parce que ça avait un effet relaxant, dit bêta-bloquant. Évidemment, les gens ne se saoulaient pas avant une épreuve, mais se détendaient avec un demi-verre d'alcool, ce qui leur permettait d'éviter un certain nombre d'effets secondaires du stress, comme les tremblements ou une moins bonne maîtrise du geste. Le cyclisme a été particulièrement stigmatisé en raison de cette histoire, des affaires Festina, des affaires Armstrong ou d'autres affaires, mais que cette culture a changé. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, si on a beaucoup de cas de dopage, parfois c'est parce qu'on cherche
ces cas de dopage. C'est parce qu'on investit dans l'antidopage. Oui, mais enfin, ils existent si on les trouve. Oui, mais le budget, par exemple, antidopage du cyclisme par rapport au poids et de la fédération et à ses ressources est extrêmement élevé. On va avoir des fédérations qui font beaucoup d'efforts, comme l'athlétisme ou le cyclisme, pour lutter contre le dopage. Et forcément, on va trouver des cas. Donc, la prévalence du dopage n'est pas forcément des cas de dopage par l'Agence mondiale antidopage, peut à la fois traduire l'effort qui est fait pour lutter contre le dopage ou alors une prévalence du dopage. Donc c'est assez compliqué et effectivement dans d'autres sports, alors j'ai cité l'athlétisme, l'haltérophilie, le powerlifting, on a le bodybuilding, le MMA, où on a un nombre de cas de dopage relativement élevé. Et donc c'est vraiment pas un monopole. Le cyclisme est probablement le sport qui a le plus changé d'un point de vue de son organisation, de sa lutte contre le dopage et de l'implication des équipes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune équipe impliquée, mais dans les meilleurs niveaux, ça se passe autrement quand il y a du dopage. En tout cas, pas comme ça se passait dans les années 90, ni dans les années 2000 avec Armstrong. Tu triches. Et puis ailleurs, dans tous les sports, on a du dopage. On a des gens qui vont utiliser des substances, des méthodes, et donc on va avoir des variations selon les sports, mais aussi selon les pays. J'ai cité l'exemple du MMA. On a probablement une sous-estimation des cas de dopage parce que la plupart des organisations du MMA n'appliquent pas le code mondial antidopage. Et donc, comme ils n'appliquent pas ce code, il y a une tolérance beaucoup plus grande. L'UFC, qui est la principale organisation, avait un accord avec l'agence antidopage américaine. Ils ont arrêté cet accord de coopération et l'agence américaine ne fait plus les contrôles pour l'UFC. Et donc maintenant, c'est une entreprise privée qu'ils financent. Et donc, il y a probablement une marge de tolérance beaucoup plus importante à l'UFC aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et donc, on a une multiplicité de codes. Et ce qui va être considéré comme une triche, par exemple, dans le cyclisme, n'est pas forcément considéré comme une fraude, une triche en baseball ou en football américain. Les sanctions ne vont pas être les mêmes non plus. Pour des cas d'anabolisants, en principe, s'il n'y a pas de coopération, etc., la sanction devrait monter autour de 4 ans, entre 2 ans et 4 ans, selon les circonstances. Donc d'interdiction de pratiquer. On a vu dans les ligues professionnelles américaines des suspensions de quelques matchs d'athlètes qui étaient pris au cours de la saison, mais qui faisaient quand même les finales les plus prestigieuses en fin de saison. Donc la triche est relative à une norme qui est fixée. À partir du moment où les gens s'accordent sur cette norme, la triche est liée à la transgression de cette norme. Mais ce qui est de la triche en football américain n'est pas de la triche en athlétisme ou en natation. Aujourd'hui, on estime qu'environ 40% des cas de dopage sont non intentionnels. On a par exemple du dopage par contamination. Expliquez-nous ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent leur carrière à risque, qui vont être sanctionnés symboliquement et économiquement parce qu'ils n'ont pas été vigilants sur ce qu'ils consommaient d'un point de vue nutrition. On a toute une série de suppléments, de compléments nutritionnels qui parfois sont contaminés, parfois volontairement, d'autres fois involontairement, mais l'athlète ne le sait pas forcément. Et donc, on va avoir des traces d'un certain nombre de résidus, d'anabolisants, de stimulants, enfin, toutes sortes de produits possibles. Et donc, on va avoir des risques pour ces athlètes. On peut aussi avoir des risques par la contamination d'un point de vue de la nutrition. Si vous allez dans certains pays, vous mangez de la viande de bœuf en particulier, qui est élevée aux hormones. Vu la puissance des labos, aujourd'hui, ils vont trouver des traces de ces hormones. Et vous allez être sanctionné pour dopage. À moins vraiment de prouver la source de la contamination, mais c'est très cher de retrouver les échantillons de viande pour montrer que vous avez mangé telle viande. Donc c'est assez compliqué. Les athlètes qui ont des revenus importants peuvent réussir à le faire, peuvent se défendre. Des athlètes qui seraient moins dotés économiquement auraient plus de mal à montrer que leur dopage est lié à des contaminations.
Et d'autant plus qu'il faut vraiment le montrer sérieusement parce qu'on va avoir encore une autre catégorie d'athlètes qui, quand ils se sont dopés volontairement avec, par exemple, des anabolisants, vont invoquer la question de la contamination pour dire non, mais j'ai rien fait, j'ai mangé de la viande. Le 13 janvier à 17h, voilà, c'est mon hamburger de tel endroit, qui explique la contamination. Fabien Hall, je travaille comme professeur à l'Université de Lausanne et je donne des cours de sociologie autour du sport et du dopage. Il y a des gens qui travaillent autour des questions de dopage qui prônent plutôt une libéralisation en disant mais il faut faire des jeux ouverts au dopage. Ce qui d'ailleurs est une proposition qui est en cours, puisqu'il y a les Enhanced Games qui vont se tenir, je pense, l'année prochaine, où ce sont des jeux, une organisation d'événements sportifs financés. Les gens qui vont battre un record du monde vont toucher jusqu'à $1 million. Et ça va être des prochaines compétitions sportives avec dopage autorisé. Mais là, avec le critère quand même de la santé, au moins celui-là, ou même pas? Alors, les gens qui organisent, il y a un comité médical, et ils vont dire qu'ils vont suivre les personnes qui vont participer à ces épreuves, et qu'ils sont soucieux de santé. Leur argument, c'est de dire, mais de toute façon, dans le sport classique, il y a déjà du dopage. Donc, les études montrent que la prévalence est de 20 à 40%. Nous, on va être moins hypocrites, faisons des jeux ouverts, des Enhanced Games, des jeux de l'amélioration de la performance, et autorisons tous les produits en essayant de suivre médicalement les personnes. Et on a un ancien champion olympique australien qui a déclaré qu'il allait y participer, un champion assez récent même, et qui a envie de gagner ce $1 million s'il bat le record du monde du, je sais plus, c'est 50 mètres ou le 100 mètres nage libre. Donc c'est en cours de réalisation. Vous faites du sport? Oui. Vous adorez ça? Oui, j'aime bien, oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous autorisez comme produit, entre guillemets, dopants dans votre pratique personnelle, ou qu'on pourrait juger comme étant des produits dopants? Alors, je vais vous décevoir, mais aucun. Rien? Non. Vraiment rien, non, de ma vie. Mais non, j'ai une sensibilité assez durabilité. Prendre des produits de type pharmaceutique, consommer des choses... Il y a pas mal de littérature sur les compléments alimentaires, ça sert à rien. Il faut manger des fruits, des légumes, bien manger, équilibré. C'est du marketing, on nous vend du rêve d'amélioration des performances grâce à telle boisson, de récupération autre. Parfois, je prends une barre de céréales quand j'ai un effort un peu long, mais ça peut être des fruits, des barres de céréales. Non, mais vraiment rien. Même pour les soins, les produits pharmaceutiques, il faut me convaincre qu'un médicament est efficace. On a aussi énormément de médicaments qui n'ont pas prouvé leur efficacité et qu'on prescrit. Donc je suis assez méfiant par rapport à tout cet environnement marketing qui nous vend des produits pour des soins, des améliorations dans tous les sens, mais qui correspondent pour moi souvent à du vent et en tout cas pour les sportifs à des risques. Donc pour vous, bon sens et plaisir de la performance naturelle. De l'eau, des produits naturels, et ça va très bien. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.